Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Emmanuel Macron maintient sa confiance à Richard Ferrand. Le président a appelé à la solidarité et à la responsabilité ce matin en Conseil des ministres, alors que le projet de loi sur la moralisation sera présenté le 14 juin. Analyse à suivre. L'Assemblée des départements de France souhaite reprendre les discussions avec le gouvernement sur le financement des allocations. Si la progression des dépenses du RSA a ralenti, le problème n'est pas réglé. On en parle dans un instant. La dette publique, un nuage noir au-dessus d'Emmanuel Macron. La Cour des comptes évoque une véritable bombe à retardement et doute d'un possible retour à l'équilibre budgétaire. Le Sénat préconise 80 milliards d'euros d'économies d'ici à 2022. Le débat dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Politique360. Pour m'accompagner ce soir, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Malgré les révélations de la presse, Richard Ferrand maintient sa ligne de défense. Le ministre de la Cohésion des Territoires dit avoir sa conscience pour lui. Ce matin, il a reçu le soutien du chef de l'État, Jérôme Rabier. Après s'être fait confirmer à son poste de ministre par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, Richard Ferrand contre-attaque. Il affirme que rien n'est illégal dans l'affaire immobilière gérée lorsqu'il était à la tête des mutuelles de Bretagne et met en avant sa probité et son dévouement pour cette entreprise. Mais la question, elle est, est-ce que je suis un homme honnête ou pas? La réponse, oui, je suis un homme honnête. J'ai sauvé une entreprise qui avait 130 emplois en danger. J'en ai créé 250. J'ai le soutien total des salariés, de mes successeurs. A-t-il pensé à démissionner? Lui a-t-on demandé de le faire? La réponse est non. Je ne le ferai pas pour deux raisons. D'abord, j'ai ma conscience pour moi. Je ne suis pas mis en cause par la justice de la République, que je respecte profondément. Et puis, j'ai une mission très importante, celle de la cohésion des territoires. Alors maintenant, je veux me consacrer aux priorités de mon ministère. Le sujet a bien été évoqué ce matin lors du Conseil des ministres. Et pour la première fois, la position d'Emmanuel Macron a pu être rapportée par le porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, seule la justice dans ce pays est habilitée à décider ce qui relève d'une affaire, mais que jamais, et là encore, je cite nos échanges et je cite le président de la République, il n'est de bon sens et que les choses ne vont pas forcément bien quand la presse devient juge. En clair, si aucune enquête n'est ouverte par la justice, il n'y a pas lieu d'évoquer une démission de Richard Ferrand. En revanche, une règle s'impose à lui comme aux autres ministres candidats, l'emporter lors des élections législatives pour rester au gouvernement. Les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont donc l'avenir du ministre entre leurs mains. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour une première réaction à cette actualité. Saveria, vous êtes avec Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger. Absolument. Bonjour Jean-Yves Lecomte. On vient de le voir, Richard Ferrand qui exclut donc toujours de démissionner malgré le malaise, les questions croissantes. Que doit-il faire selon vous? Est-ce qu'il doit tenir bon ou est-ce qu'il doit au contraire se retirer? Écoutez, moi je suis assez effaré de voir la manière dont il se défend. S'il a compris ce qui s'est passé depuis le début de l'année dans ce pays et la manière dont les Français ont réagi à la défense de François Fillon, je ne comprends pas comment il se comporte de cette manière. On dirait un clone. Ah, c'est légal, donc j'avais le droit de le faire. Attendez, ça a été la défense de François Fillon pendant un certain moment. Après, il a été, ah ben non, attendez, les élections me donneront raison. Défense de François Fillon. Je ne comprends pas. C'est à l'évidence ce qu'on lui reproche. Sur le fond, il y a quand même des éléments très lourds, même si c'est sur le plan moral, sur le plan de la conception de l'action publique et de l'intérêt général. Utiliser une position dans une mutuelle où on doit défendre les intérêts des mutualistes pour finalement en favorisant l'enrichissement personnel d'un de ses proches, enfin, je ne comprends pas qu'il ne soit pas choqué. Sa défense est de dire que tout est légal. Oui, mais ça, c'est la défense de François Fillon. C'est la même défense? C'est la même défense de François Fillon, et j'imagine que si l'élection législative n'était pas dans 10 jours, mais dans 2 mois, on aurait les mêmes effets. Jean-Yves Lecomte, il doit donc se retirer au plus vite? Déjà, il faudrait qu'il prenne conscience que son mode de défense n'est pas acceptable. Je ne suis pas là pour... je ne souhaite pas à ce que tout ce qui est... La morale, c'est pas la loi. Si on considère qu'il y a des choses qui aujourd'hui ne sont plus acceptables, il faut les inscrire dans la loi pour qu'elles le deviennent
plus possible. Par contre, le système de défense en lui-même est totalement archaïque. Je ne dis pas qu'il faut qu'il aille en prison, mais le système de défense aujourd'hui montre qu'il ne comprend pas à quel moment il vit. Donc, que doit-il faire selon vous? Se retirer pour ensuite se défendre, c'est ça? Écoutez, probablement, oui, mais en tout état de cause, déjà, comprendre et montrer aux gens qu'il a probablement, dans son mode, dans ce qu'il a fait, ce qui lui est reproché, si c'est exact, ne pas simplement dire c'est légal, donc j'ai eu raison, j'ai eu le droit de le faire. Jean-Yves Lecomte, est-ce que le maintien de Richard Ferrand au gouvernement décrédibilise justement l'action du gouvernement, en particulier sur le premier texte qui va être présenté d'ailleurs ici au Sénat, celui de la moralisation de la vie politique? Ça ne le décrédibilise pas totalement, parce que c'est des actions individuelles. Je comprends bien qu'on ne puisse pas tout regarder de tous les ministres juste avant. Je sais pas, il ne s'agit pas d'ici de dire d'être dans un absolu total. Mais c'est vrai que ça montre les limites de ceux qui vont prétendre qu'avec cette nouvelle loi, on va arriver dans une nouvelle ère où tout sera, à partir de maintenant, moral. Parce que la morale, ce n'est pas la loi. Et tout est une question d'exigence. Les exigences aujourd'hui sont différentes, c'est pour ça qu'il faudra faire évoluer la loi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'après une campagne qui a quand même été très largement faite sur la moralité en politique et le comportement et les nouvelles exigences de la démocratie et de transparence, que Richard Ferrand se contente finalement d'arguments à la Fillon. Très bien. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves Lecomte pour cette réaction. Merci. Merci beaucoup Saveria. Et dans ce contexte, c'est demain que François Bayrou présentera à la presse son projet de loi de moralisation de la vie politique. Le texte devait être présenté le 7 juin en Conseil des ministres, mais il a été repoussé d'une semaine. C'est le Sénat, vous l'avez entendu, qui examinera en premier ce marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Héloïse Grégoire. C'est la première réforme phare du quinquennat Macron, la loi de moralisation de la vie publique. Le garde des Sceaux François Bayrou devait la présenter en Conseil des ministres mercredi prochain, avant les élections législatives. Et en pleine affaire Ferrand, changement de calendrier. Le Premier ministre a annoncé hier soir que le projet de loi était reporté d'une semaine. Le Conseil d'État a débuté l'examen du texte qui prend plus de temps que prévu et des problèmes d'inconstitutionnalité ont été identifiés. Autre changement, la réforme annoncée pourrait être composée de 3 projets de loi. Dans un premier temps, un projet de loi simple ayant notamment pour objectif l'interdiction des emplois familiaux. Un autre projet de loi organique qui veillerait à contrôler les frais des parlementaires et à supprimer leurs réserves. Et pour finir, une loi constitutionnelle avec notamment le non-cumul des mandats dans le temps, l'exigence d'un casier pénal vierge et l'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil parallèlement à leur mandat. Ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a affirmé que le nom définitif de la loi n'était pas encore arrêté. Mais selon le Canard enchaîné, elle devrait s'intituler « Projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique », écartant donc le terme de moralisation. Et c'est probablement la Chambre haute qui examinera en premier le texte mi-juin en commission. Le chef de l'État souhaiterait placer les sénateurs en majorité à droite et au centre face à leurs responsabilités. Autre raison, l'Assemblée nationale se penchera à ce moment-là sur la réécriture du Code du travail. Fin du suspense, le garde des Sceaux François Bayrou présentera demain l'ensemble du dispositif devant la presse. Et on reparlera des enjeux de ce projet de loi avec mes invités à 19h. En bref, le Conseil constitutionnel a tiré la conséquence des nouveaux rapports de force issus de la présidentielle en revoyant à la hausse les temps d'antenne des clips de campagne des candidats aux législatives pour certains partis qui étaient jusque-là sous-représentés, dont La République En Marche. Y aura-t-il une pénurie d'essence? Les syndicats des transports routiers sont reçus en ce moment même au ministère des Transports. Plusieurs centaines de stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement, notamment en Ile-de-France, en raison de la grève lancée il y a 6 jours par la CGT Transport, qui réclame des négociations rapides pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Je vous le disais en titre, l'Assemblée des départements de France souhaite rouvrir les négociations avec le nouveau gouvernement sur la question du financement du RSA. Des discussions pour une recentralisation par l'État avaient été engagées avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, mais elles n'avaient pas abouti. Quentin Calmy.
Les départements repartent à l'offensive, 15 jours à peine après la nomination du premier gouvernement du quinquennat. Officiellement, l'Assemblée des départements de France, présidée par Dominique Bussereau, entend adopter une attitude constructive avec le nouvel exécutif. Mais pour autant, ces collectivités veulent aborder rapidement les sujets qui fâchent. Il y a des problèmes à régler. Pour les départements, nous en avons 2 urgents que nous soumettons au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement. 1, le financement de la protection sociale, le RSA pour les personnes qui ont besoin d'un revenu de solidarité, l'APA pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap, là où l'État ne paye que la moitié à peu près de ce qu'il doit au département. Donc il faut que nous réglions ce problème. Et puis la seconde chose, ce sont les mineurs étrangers isolés. Il y en a maintenant à peu près 18 000. Des missions de solidarité revendiquées par les départements qui entendent rester chefs de file en la matière. Il est urgent aujourd'hui de clarifier les responsabilités. À l'État, la solidarité des droits, c'est-à-dire de garantir des droits universels, équivalents sur tout le territoire, et donc à ne pas faire reposer le financement de la solidarité nationale sur la richesse locale ou l'absence de richesse locale. Il faut donc que l'État reprenne à sa charge le financement, notamment du RSA, et que les collectivités comme les départements puissent se consacrer leurs moyens et leurs équipes à l'accompagnement des personnes et pour les accompagner vers l'emploi. Reste donc désormais à négocier avec Emmanuel Macron, notamment lors d'une grande conférence des territoires, une promesse du candidat En Marche et qui pourrait se tenir cet été à l'Elysée. Et si les relations entre les collectivités et l'exécutif sont cordiales pour l'heure, lorsqu'il faudra aborder la question des financements, elles pourraient rapidement se tendre. Les sénateurs appellent l'État à reprendre sa place en matière d'aménagement du territoire. Pour eux, la création de métropoles laisse inévitablement des citoyens sur le bas-côté, comme l'explique Louis-Jean de Nicolaï, co-auteur du rapport sénatorial sur ce thème. On l'écoute au micro de Nelson Jetten. Nous voulons que l'État redevienne stratège, qu'il puisse donner une vision à la fois positive, optimiste pour les territoires ruraux, en leur disant nous serons et nous vous accompagnerons et nous aiderons les collectivités régionales, départementales ou même l'Europe à faire en sorte que ce qui est indispensable pour vous soit mis en place. Je pense au problème de la mobilité, je pense au problème de la médecine, je pense au problème de la téléphonie mobile, je pense bien évidemment aussi au problème de la facilitation pour les entreprises de venir s'installer sur vos territoires. Le Sénat veut montrer la voie dans la limitation des pesticides en Europe en portant au niveau européen la loi Labbé. Elle interdit l'utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics. L'initiative devrait être soutenue par le gouvernement. Et vous allez le voir, certaines communes ont déjà franchi le pas. Marie Brémaud. C'est une petite révolution environnementale qui s'est jouée ici, bien avant tout le monde. Dans cette commune d'Île-Espanac en Charente, on a banni les pesticides chimiques des espaces publics depuis 6 ans déjà, ce qui a engendré quelques changements. Il a fallu former nos agents, il a fallu acquérir des nouvelles techniques, il a fallu acheter du matériel. Se passer de produits phytosanitaires, une obligation depuis le début de l'année pour toutes les collectivités locales de France. Et parce que c'est possible et qu'il existe des alternatives, les sénateurs, via l'adoption d'une résolution, veulent pousser d'autres pays européens à prendre le même chemin. Et sur ce dossier, le sénateur écolo du Morbihan peut visiblement compter sur un nouvel allié de poids. Nicolas Hulot m'a assuré, mais il a annoncé déjà tout ce qui est la question de santé environnementale. Pour lui, c'était important et c'est des choses sur lesquelles il ne lâchera pas. Donc pour lui, c'est une aubaine qu'il y ait cette loi et cette résolution. Mais pour atteindre l'objectif du zéro pesticide dans toute l'Europe, il faudra convaincre tous les pays membres et affronter les lobbies. Des lobbies puissants qui ont réussi il y a quelques mois à maintenir l'usage du glyphosate dans l'Union européenne. Un herbicide pourtant très controversé que beaucoup de médecins estiment hautement cancérigène. Et Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam, c'est une première. Le Sénat a décidé de se porter partie civile, de se constituer partie civile dans l'affaire du faux témoignage du professeur Aubier. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Michel Aubier, il est pneumologue, chef de service à l'hôpital Bichat. Lorsqu'il est auditionné en 2015 par la commission d'enquête sur le coût de la pollution de l'air, c'est bien comme médecin de l'hôpital public que les sénateurs l'entendent pour connaître les effets de la pollution sur la santé. Et lorsqu'il s'exprime devant les sénateurs, le médecin déclare, je le cite, que le nombre de cancers dans les pathologies respiratoires liées à la pollution est extrêmement faible. En clair, il minimise les effets nocifs de la pollution sur la santé publique, notamment le diesel. Alors ce n'est pas une surprise, puisque le professeur Aubier est bien connu dans les médias, il a souvent eu ce genre de position.
Mais en plus de cela, juste avant son témoignage, il jure, comme c'est l'usage, lors d'une commission d'enquête, sous serment, qu'il n'a aucun lien avec les acteurs économiques liés à l'étude. Et c'était faux, Tam, puisque Michel Aubier travaille toujours pour Total. Et oui, quelques mois plus tard, eh bien, c'est Libération et Le Canard enchaîné qui révèle que Michel Aubier travaille comme médecin conseil pour Total depuis 20 ans et même qu'il est membre du conseil d'administration de la fondation Total. Cela lui rapporte 60 000 € par an. Alors Michel Aubier plaide la bonne foi. Il dit qu'il aurait dû déclarer ce lien avec l'entreprise, mais que ça ne lui est même pas venu à l'idée lorsque le Sénat lui a demandé. D'ailleurs, pour lui, c'est simple, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Au contraire, pour les sénateurs, eh bien, c'est bien un faux témoignage. Et les sénateurs n'ont pas beaucoup apprécié ce parjure? Non. En avril 2016, c'est-à-dire il y a déjà un peu plus d'1 an, le bureau du Sénat décide de transmettre à la justice le cas Aubier pour faux témoignage sous serment. C'est même passible de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Et c'est déjà là une première. Michel Aubier est d'ailleurs cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris dans 15 jours. Et voilà que le Sénat va donc se constituer partie civile. Là encore, eh bien, c'est une première pour de tels faits. Pour les sénateurs, il est clair qu'il faut marquer le coup. Ils ont décidé que cette jurisprudence d'ailleurs serait rappelée à chaque début d'audition lors des commissions d'enquête. Et oui, on ne ment pas impunément à un parlementaire, il y va de la crédibilité de ses travaux. Merci beaucoup, Tam. Et alors que la Cour des comptes s'alarme de l'accélération durable de la dépense et doute d'un retour à l'équilibre budgétaire, le Sénat préconise 80 milliards d'euros d'économies pour réduire significativement la dette publique. Les explications d'Audrey Vuettez. La rectification est sévère. Le précédent gouvernement se disait fier d'avoir stabilisé le niveau de la dette publique. Ce n'est pas du tout le constat qu'a fait ce matin Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, devant la Commission des finances. A l'inverse, l'année 2016 se caractérise par l'émergence de facteurs d'accélération durable de la dépense qui sont susceptibles de compromettre à court et moyen terme le retour à l'équilibre des comptes. Avec un constat, en 2016, la dette publique, c'est-à-dire l'argent emprunté par l'État au marché financier, s'élève à 96,3% du produit intérieur brut, presque sa totalité. Pour réduire ce chiffre, la Commission des finances du Sénat plaide pour 80 milliards d'euros d'économies sur les 5 prochaines années, soit 20 milliards d'euros de plus que ce que souhaite faire Emmanuel Macron. Pour y parvenir, le rapporteur de la Commission des finances plaide pour des réformes qu'il dit courageuses. Ça ne peut pas passer aujourd'hui par des simples mesures, comme on l'a fait, ce qu'on a appelé de rabot. On fait demander à chaque administration de faire un peu d'économie. Vous avez eu des lois de décentralisation, mais on n'est sans doute pas allé au bout de la logique et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de domaines d'intervention publique où l'État et les collectivités interviennent conjointement. Prenez le secteur du tourisme, vous avez tous les acteurs qui interviennent, les municipalités, les départements, les régions, l'État. Avec les économies réalisées, la commission à majorité de droite a 2 objectifs. Baisser les prélèvements obligatoires et financer les investissements pour les routes ou les hôpitaux par exemple. Des sujets qui, selon elle, ont été négligés lors du précédent quinquennat. Et on ouvre le premier débat dans Politique 360 avec mes invités sur ce plateau. Guillaume Duval, bonsoir, rédacteur en chef d'Alternative économique. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jean-Marc Daniel, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Europe, auteur de Les impôts, histoire d'une folie française, audition Taillandier. Et puis François Eckel est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes ancien magistrat à la Cour des comptes, fondateur du site fipeco.fr. Première question pour vous, Jean-Marc Daniel, puisqu'on voit l'ampleur de la dette. Ça a été rappelé par Didier Migaud lors de son audition ce matin devant la Commission des finances du Sénat. Cette gestion de la dette publique, c'est une véritable bombe à retardement pour le nouvel exécutif, selon vous ? Je pense oui que c'est une bombe à retardement parce que cette dette publique, d'abord, pour l'instant, elle est rémunérée à des niveaux de taux d'intérêt qui sont relativement bas et on peut penser que ça ne sera pas durable et éternel. Et il y a eu une illusion pendant un certain temps que le retour de l'inflation, qui est toujours un moyen pour pour les débiteurs de se débarrasser de leurs dettes, que l'inflation allait revenir et qu'on pourrait comme ça effacer les conséquences de cette dette et de l'accumulation de dettes qui a été le fruit des politiques menées précédemment. C'est deuxièmement, à mon avis, une bombe à retardement parce qu'elle est le fruit de déficits. Et ces déficits, normalement, d'après les règles à la fois européennes et puis le bon sens, ils n'ont pas le même sens quand on est dans une situation de ralentissement économique, de situation conjoncturelle affaiblie, que dans une situation de reprise. Or, on est plutôt en situation
situation de reprise en ce moment. Et le nouveau gouvernement va trouver un déficit qui est encore supérieur non seulement aux 3% que définissent les traités européens, mais un déficit qui traduit une absence de maîtrise de la dépense publique, avec comme dernière remarque les indicateurs économiques retenus également pour la politique budgétaire, c'est ce qu'on appelle le déficit primaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain on annulait purement et simplement la dette, on ferait l'économie des taux d'intérêt, on pourrait considérer qu'à ce moment-là on se retrouve dans une situation assainie. Eh bien en France ce n'est pas le cas, on aurait encore un déficit. C'est-à-dire que quand on enlève la rémunération de la dette, les services publics coûtent encore plus cher que ce que rapportent les impôts. Donc on a véritablement un excès de dépenses qui pose problème à long terme pour notre économie. François Eckel, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec l'héritage de François Hollande sur cette dette qui n'a pas été assainie? C'est vrai que j'ai écrit un papier dans lequel je disais que François Hollande a fait... C'est sous le quinquennat de François Hollande que les efforts de redressement budgétaire ont été les plus élevés. Mais je pense que l'histoire ne s'arrête pas là, et notamment le rapport de la Cour des comptes, justement, montre qu'il faut bien faire attention à la manière dont ce résultat a été obtenu. Ce que nous dit la Cour, en particulier, elle met l'attention sur le fait que l'année dernière, beaucoup de dépenses qui auraient dû être payées en 2016 ont été reportées sur l'exercice 2017. C'est une pratique qui avait été, je dirais, heureusement, qui n'avait plus tellement cours dans les années 2012-2013. Ça se faisait, ça s'est toujours fait plus ou moins, mais c'est une pratique qui était un peu moins importante dans les années 2012-2013 et qui, depuis 2014-2015, chaque année s'aggrave. Donc chaque année, on fait de la cavalerie. Hein, ça s'appelle comme ça en matière comptable. On fait de la cavalerie, c'est-à-dire qu'on repousse des factures qu'on aurait dû payer en 2016, en l'espèce, sur 2017. Donc je pense que le nouvel exécutif va pouvoir continuer ce système d'accommodement, je cite la Cour des comptes, critiquable justement, dit la Cour des comptes. Je ne pense pas éternellement. Ça peut continuer un peu, parce que vous pouvez, mais il y a un moment où il faut remettre les pendules à l'heure, en tout cas parce que justement la Cour des comptes pourrait à un moment ne plus certifier les comptes de l'État en disant non, c'est plus possible, il y a tellement de factures qui ne sont plus payées ou qu'on oublie. Donc, mais le risque, il est politique. Hein, on peut continuer, en effet, pendant encore quelques temps. Guillaume Duval, on sait qu'il y a cet audit très attendu de la Cour des comptes. Il sera rendu le 3 juillet au gouvernement sur l'état des finances publiques. On voit un petit peu à travers l'audition de Didier Migaud cet impossible retour à l'équilibre des finances. Comment le nouvel exécutif va pouvoir justement aborder cette situation, selon vous ? Oui, enfin, il y a un discours traditionnel de la Cour des comptes là-dessus. C'est tous les ans. Trop alarmiste, selon vous, la Cour des comptes ? Tout d'abord, il faut bien mesurer ce que Jean-Marc Daniel évoquait tout à l'heure, mais l'ampleur de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en 1990, on avait 35% du PIB de dette publique. À ce moment-là, on payait 3% du PIB d'intérêt. Aujourd'hui, on a 96% du PIB de dette publique, on paye 1,9 point de PIB d'intérêt. C'est-à-dire que la situation est aujourd'hui plus favorable qu'elle ne l'était à l'époque, bien que la dette ait triplé en proportion du PIB, du fait de la très importante baisse des taux d'intérêt qui s'est produit entre-temps. Il y en a une partie qui est liée à la politique de la BCE tout de suite, mais il y en a une grande partie qui vient aussi de la création de l'euro et du fait que la création de l'euro a permis pour toute la zone et durablement une forte baisse des taux d'intérêt par rapport à ce qu'on subissait dans les années 90. Et ça va durer, j'espère. Donc la situation est potentiellement difficile si les taux d'intérêt remontaient beaucoup et très vite. On n'a pas eu un choc politique majeur. On aurait pu avoir un choc politique majeur avec l'élection de Marine Le Pen, par exemple, qui aurait entraîné ce type de conséquences. On peut penser qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est pas ce qui va se produire dans l'immédiat pour la France dans les mois et dans les années qui viennent. Donc ça, c'est une chose. Il faut vraiment relativiser la gravité de la situation. La Cour des comptes peint toujours tout ça en noir tous les ans, mais quand même aujourd'hui c'est pas si grave. Mais l'ampleur de la dette. La deuxième chose que je veux dire, c'est que 1621 milliards d'euros fin 2016. Il faut réduire cet endettement, mais il faut le réduire intelligemment. C'est-à-dire que vous vous en souvenez peut-être plus maintenant, mais François Hollande était arrivé au pouvoir en 2012 en disant moi je vais ramener le déficit à 3% l'an prochain, et en prenant des mesures très très dures, notamment fiscales, pour y arriver. Simplement, quand vous faites ça comme ça,
vous n'arrivez pas au résultat parce que vous freinez tellement l'activité et vous ramenez tellement la hausse des prix au niveau de zéro, enfin au niveau de la déflation, qu'au bout du compte, vous ne vous désendettez pas. Donc il ne faut surtout pas inciter Emmanuel Macron à aller plus vite que la musique sur ce terrain, sinon il va se retrouver dans la même situation à la fois politique mais aussi économique et sociale que François Hollande, c'est-à-dire qu'il non seulement il ne va pas se désendetter, mais en plus il ne va pas réussir à faire baisser le chômage. Alors c'est pas ça qu'on doit souhaiter pour le pays. Oui, il faut se désendetter. Non, on n'est pas dans une situation catastrophique à court terme et il faut le faire raisonnablement. Jean-Marc Daniel, c'est là qu'interviennent les propositions des sénateurs. On sait qu'il y a eu ce rapport, 80 milliards d'euros d'économie, tout en faisant attention à ne pas bloquer l'investissement et à ne pas non plus accroître la pression fiscale. Ça, c'est la bonne voie selon vous? Ah oui, je pense qu'en termes de pression fiscale, on a atteint le maximum de ce que peut supporter le pays. C'est-à-dire qu'on a d'abord une forme de révolte contre l'impôt qui s'est traduite au cours du dernier quinquennat. Les monnaies rouges, c'était une forme de révolte fiscale. On n'avait pas connu. Alors, il se référait au XVIIe siècle. Alors, on en avait connu depuis le XVIIe siècle, mais ce type de réaction face à l'impôt est quand même relativement nouveau par rapport aux 50 dernières années. On rappelle, c'est contre l'écotaxe. Voilà, oui. Bon, le deuxième élément, c'est que je pense qu'il y a aussi des dépenses qui sont des dépenses qu'il va falloir augmenter. On l'a annoncé au dernier sommet de l'OTAN. Il va falloir refaire un effort militaire significatif. C'est nos engagements qui sont de la même nature sur le plan international que nos engagements européens. Donc il y a des dépenses qui vont être obligatoirement... Car elles sont sous-budgétées, ces dépenses, pour l'instant, Jean-Marc Daniel? Pour l'instant, elles sont sous-budgétées. Et de toute façon, on doit consacrer 2% de notre PIB à notre effort militaire. Et nous n'en sommes pas encore là, même si on n'est pas un des pays qui est les plus en retard par rapport à cet objectif autant, mais enfin, on a encore. Donc on ne peut pas augmenter les impôts. On doit même baisser les impôts sur un certain nombre de contribuables. Je pense notamment à l'impôt sur les sociétés. C'est un engagement qui avait été pris par le gouvernement précédent et qui a été confirmé par M. Macron dans la campagne électorale. Donc le seul objet, c'est de baisser les dépenses autres que les dépenses militaires. Alors la Cour des comptes, dans son précédent rapport, avait dit qu'il faut faire un effort d'une ampleur inédite. Je pense qu'il faut aborder la chose sur deux aspects. D'abord, l'État doit se poser la question si un certain nombre de choses qu'il assume à l'heure actuelle ne peuvent pas être assumées par d'autres opérateurs, c'est-à-dire engager des procédures de suppression d'un certain nombre de services, de réduction du périmètre de l'État, ne pas hésiter à privatiser, par exemple, certaines... Je pense à l'enseignement supérieur, je pense qu'on peut envisager l'idée que l'enseignement supérieur pourrait être opéré par des opérateurs privés avec des normes, des contraintes et des règles définies par l'État, mais qui ne seraient pas directement assumées par l'État. Et la deuxième piste, c'est de reprendre le programme de privatisation. C'est-à-dire que l'État a un problème de passif, il a en face un actif, il doit se poser la question de savoir, là aussi, est-ce qu'il doit garder tout cet actif, est-ce qu'il ne peut pas engager des privatisations, sachant, pour conclure, que dans le passif potentiel de l'État, il y a la dette dont on vient de parler, il y a des économies qu'il faut faire, et puis il y a des opérateurs publics qui sont eux-mêmes très endettés. Je pense à la SNCF dont on est en train de parler là, parce qu'elle est en train de modifier sa stratégie commerciale, qui est aussi une menace. Et donc l'effort est probablement à hauteur des 80 milliards que présentent les sénateurs, mais c'est l'effort minimal, encore une fois, par rapport à toutes les menaces qu'il y a sur nos finances publiques. François Eckel, c'est vrai que les sénateurs parlent de réformes courageuses, elles vont être difficiles à faire passer aussi aux yeux de l'opinion publique, ces réformes. Oui, mais alors d'abord, quand j'entends que l'objectif est de faire 80 milliards d'économies, je me pose toujours beaucoup de questions. Parce que quand on parle d'économies dans ce pays, c'est toujours des économies par rapport à ce qu'auraient été tendanciellement les dépenses si on ne faisait rien. Mais si vous pensez que tendanciellement les dépenses augmentent beaucoup, vous allez trouver que vous allez faire beaucoup d'économies. Alors François Hollande avait dit 50 milliards, aujourd'hui la commission des finances du Sénat a dit 80, des candidats à la présidentielle avaient dit 100. Enfin, tout ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, ce qui est quand même important, ce qu'il faut voir, c'est que, il faut quand même réduire, au moins stabiliser l'endettement public. Parce que même si, comme on l'a dit, le risque n'est pas considérable à court terme, à moyen long terme, on ne peut pas continuer à avoir un endettement qui augmente fortement. Donc il faut réduire les déficits à un rythme raisonnable, c'est sûr, et on ne peut pas réduire les déficits en augmentant les prélèvements obligatoires parce qu'on est déjà au premier rang de l'OCDE, probablement. Donc je pense qu'on n'a plus de limite, sinon ça risque de dégrader la compétitivité des entreprises ou l'attractivité du territoire. Donc on ne peut pas augmenter les prélèvements obligatoires. Nous avons des dépenses publiques qui sont les plus élevées de l'OCDE. Je n'ai pas l'impression qu'on ait les services publics toujours les plus performants de l'OCDE. Donc je pense qu'il y a des économies à faire et donc on doit pouvoir en effet réduire le niveau des dépenses publiques, se rapprocher un peu plus quand même de la moyenne européenne qui est à peu près 8 points en dessous, 8 points de PIB en dessous du niveau de la France.
Guillaume Duval, est-ce qu'on peut à la fois faire ces réformes et puis conserver aussi les objectifs qui nous sont fixés par Bruxelles ? D'abord, je voudrais souligner un point qui est très important dans ce qu'a dit Jean-Marc Daniel tout de suite, c'est ça n'a effectivement pas de sens d'apprécier la situation de l'État français, des dépenses, enfin de l'État français à la dette publique seule. Il faut effectivement prendre, comme on le fait pour les entreprises, à la fois le passif et l'actif. Et l'État français est un de ceux qui a le plus d'actifs en France, c'est-à-dire que l'endettement net moins de l'État français n'est pas aussi important que les Français le pensent de ce fait-là. La deuxième chose, c'est oui, il faut maîtriser les dépenses publiques, mais le faire comme le Sénat le propose apparemment, excusez-moi, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut diminuer les dépenses de fonctionnement, mais augmenter les dépenses d'investissement. Excusez-moi, mais je ne pense pas que le pays manque de ronds-points. C'est pas de couler du béton en plus qui va améliorer la situation française. Des autoroutes, on en a plein. Des aéroports, on en a aussi beaucoup, même s'il y en a certains qui en voudraient plus. L'investissement aujourd'hui, c'est d'abord de l'investissement immatériel. C'est d'abord des enseignants et une éducation qui fonctionne mieux, c'est d'abord de la recherche qui fonctionne mieux, etc. Donc c'est d'abord des dépenses de fonctionnement. Si vous réduisez les dépenses de fonctionnement, il faudra m'expliquer où et dans quelle mesure ça n'impacte pas négativement l'avenir du pays en diminuant justement sa capacité à préparer son futur. Et la dernière chose qui est très importante à comprendre pour la France, la situation particulière de la France, c'est qu'on est un des pays les plus déséquilibrés territorialement parce qu'on a hérité de 300 ou 400 ans de centralisation autour de Paris et que les dépenses publiques jouent un rôle très important pour maintenir la cohésion nationale et répartir plus équitablement les revenus sur tout le territoire. Alors, les sénateurs, qui représentent beaucoup les territoires ruraux en particulier, il faudra qu'ils aillent expliquer à leurs électeurs ce qui va se passer dans la Creuse si on réduit beaucoup les dépenses publiques en France. C'est une des différences, par exemple, avec l'Allemagne, qui est beaucoup plus équilibrée sur le plan de son territoire et qui donc n'a pas besoin d'autant de dépenses publiques pour faire la même chose au niveau de son territoire. Mais chez nous, ça joue un rôle très positif là-dessus. Après, sur les prélèvements obligatoires, on peut raconter ce qu'on veut. C'est-à-dire que oui, on peut supprimer l'assurance maladie et la remplacer par une assurance maladie privée, comme c'est le cas aux États-Unis. Mais excusez-moi, ça fait des économies pour personne. Ça coûte plus cher aux Américains que l'assurance maladie publique chez nous. Alors on aura baissé nos dépenses publiques et on sera plus près du niveau de l'OCDE. De Jean-Marc Daniel. Mais on n'aura rien à gagner, ni pour les Français, ni pour leur santé, ni pour leur porte-monnaie. Ouais. Alors, 3 remarques par rapport à ce que vient de dire Guillaume Duval et ce qu'a dit François Ekal. Je crois qu'effectivement, il faut être précis sur l'idée que l'investissement c'est bien et le fonctionnement c'est mal. Ça dépend effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que des ronds-points, c'est pas forcément ce qui est le plus utile sur le plan social, alors que le fonctionnement de la justice, c'est très important. C'est une justice qui rend des décisions qui sont applicables et appliquées. C'est un élément clé du développement d'une économie. Un enseignement qui fonctionne, c'est un élément clé du développement d'une économie. La deuxième remarque que je ferai, c'est que parmi les dépenses qui ont le plus explosé, c'est les dépenses des collectivités locales. Et effectivement, on est dans l'Assemblée, qui est l'Assemblée qui porte un peu le message des collectivités locales. Donc, il y a ce que le Sénat peut apporter de plus par rapport à tous les rapports qu'il y a sur le sujet, parce qu'il y a la Cour des comptes, Monsieur Pebro avait été, il y a 12 ans de ça, à l'origine d'un rapport, à une époque où notre ministre de l'économie était directeur de cabinet du Premier ministre. Donc, il doit avoir en tête les conclusions de ce rapport. Donc, il y a beaucoup de rapports, beaucoup d'éléments d'information. Je pense qu'un des points clés, c'est aussi de réfléchir à la gestion des collectivités locales, à faire le bilan de la décentralisation, à se poser la question de savoir si ça a été une décentralisation ou une féodalisation, c'est-à-dire la constitution de blocs de gens qui dépensent. Parce qu'on se souvient que la réforme territoriale avait pour ambition première, justement, de faire des économies. Y compris pour l'État dans la redéfinition de ses implantations locales et puis avec la réduction du nombre des régions pour l'ensemble de ce dispositif. La troisième remarque que je ferai, c'est que dans les objectifs, on peut afficher des chiffres, et là je rejoins ce que disait François Ekal, je crois qu'il y a une toute première priorité qui, elle, est incontestable, c'est ce que j'appelais ce déficit primaire. Le fait qu'il faudrait que la dépense au jour le jour, la dépense de l'ensemble des activités publiques prises en charge par l'impôt, soit équilibrée. Or, ce déficit primaire, ce déficit qui est lié au fait qu'il n'y a pas
pas assez de rentrée fiscale par rapport à la dépense au quotidien des administrations, représente entre 25 et 30 milliards d'euros. Et je crois que le véritable enjeu que devraient se donner les pouvoirs publics, c'est indépendamment des évaluations 80, 100, effectivement les 60 milliards. Alors Emmanuel Macron lui propose 60 milliards d'euros d'économie. Ça passe par la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Voilà, on va supprimer le déficit primaire, c'est-à-dire on va faire en sorte que la dépense soit exactement équivalente aux rentrées fiscales, et donc ça suppose qu'on fasse un effort d'économie, non pas en tendance, un effort d'économie réel, objectif et mesurable de 25 milliards d'euros. Est-ce qu'on, François Ekal, on arrivera peut-être à rester dans cette optique de respecter les critères budgétaires de Bruxelles? On sait que ça a été un débat pendant la campagne présidentielle. Certains estimaient qu'il fallait aussi un petit peu desserrer les taux, lâcher du lest et ne s'affranchir justement des critères de 3% de déficit. Alors, je reviens peut-être une seconde sur ce qui a été dit, qui est très important, sur le fait qu'il faut tenir compte des actifs de l'État, parce que c'est tout à fait d'actualité, parce que la Cour des comptes vient aujourd'hui de certifier le bilan de l'État. Et il apparaît dans le bilan de l'État que les actifs de l'État sont inférieurs de 1200 milliards à ses dettes. Donc, alors, ce que vous avez en tête, ce n'est pas l'État en réalité, c'est la statistique qui est publiée par l'INSEE et qui concerne l'ensemble des administrations publiques. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte, sauf que dans ces actifs des administrations publiques, c'est essentiellement des actifs des collectivités locales. Les collectivités locales elles-mêmes ne savent pas quels sont leurs actifs. Donc l'INSEE publie une statistique là-dessus, c'est vrai, mais qui est extrêmement fragile et dans laquelle on voit qu'en réalité, l'essentiel des actifs des collectivités locales, c'est des terrains. Et la hausse des actifs des collectivités locales, c'est uniquement le fait que de manière totalement conventionnelle, on les valorise au même prix que l'immobilier. Donc en fait, les collectivités locales sont plus riches parce que l'immobilier, le prix de l'immobilier a augmenté. Bon, ça c'était sur ce sujet-là. Pour répondre à votre question sur les critères de Maastricht, moi, ce qu'il faut, enfin, ce qui me semble important de se souvenir, c'est que les critères de Maastricht, ils ont été voulus par l'Allemagne, parce que l'Allemagne, en signant le traité de Maastricht, a fait un sacrifice considérable qui était le sacrifice du mark, qui est un instrument de sa puissance économique. Les Allemands n'ont abandonné le mark qu'à condition qu'on signe quelque chose, qu'on s'engage à respecter des critères de bonne gestion budgétaire. Les Allemands sont en droit de nous dire aujourd'hui, écoutez, vous êtes bien gentils, vous avez signé, nous avons toujours voulu ne pas nous trouver dans la situation où nous trouvons aujourd'hui, où il faut aider la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. Nous ne pouvons plus, nous ne voulons plus, et donc dans ces conditions-là, nous ne ferons rien pour aller vers plus d'intégration européenne tant que vous ne respecterez pas ce que vous avez signé. Donc moi, je pense qu'il faut aller plus loin vers l'intégration européenne. Je pense que c'est une bonne idée, mais je suis persuadé que les Allemands ne le feront pas si nous ne respectons pas ces critères, qui sont peut-être totalement conventionnels. Le 3%, c'est une idée de Mitterrand. Bon, voilà. Alors, Guillaume Duval, vis-à-vis de Bruxelles, est-ce qu'on peut un jour un petit peu s'affranchir, desserrer les taux budgétaires? Ça a été un thème de la campagne. Je crois que les règles budgétaires européennes sont trop strictes dans l'ensemble et empêchent de réagir comme il faut au moment des crises et des grandes difficultés. Ceci dit, aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on repousse à nouveau le passage sous la barre des 3% de déficit public. La question qui se pose pour les gouvernants français, parce qu'en France, on a un niveau de consommation et de demande intérieure qui est bon, qui est relativement élevé. On a des déficits extérieurs qui sont significatifs. C'est pas le moment de relancer l'activité en France. Le problème, ce qui se pose à Emmanuel Macron, et c'est là-dessus qu'il sera jugé assez rapidement aussi, c'est sur sa capacité, en revanche, à impulser des politiques économiques plus dynamiques dans l'ensemble de la zone euro et en Europe, et en particulier en Allemagne. Est-ce qu'en Allemagne, le fait que l'État allemand ait des excédents budgétaires aujourd'hui, c'est stupide. C'est stupide du point de vue européen, mais c'est stupide aussi du point de vue allemand. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays où, par contre, là, il y aurait besoin de couler du béton en particulier. C'est un pays où les infrastructures publiques n'ont quasiment pas été entretenues depuis 15 ans. C'est le seul pays de l'OCDE où les investissements publics sont inférieurs aux amortissements publics, c'est-à-dire où les infrastructures publiques se dégradent d'année en année. C'est complètement stupide avec les excédents extérieurs qu'ils aient cette politique budgétaire aujourd'hui. Donc la question qui se pose à Emmanuel Macron, c'est non seulement de tenir les 3% en France, mais c'est de faire changer les politiques budgétaires ailleurs en Europe et en particulier en Allemagne. Jean-Marc Daniel, ce sera peut-être la dernière question. À vous écouter, il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre, le nouveau président, dans les années à venir?
Alors, je crois qu'il n'a pas énormément de marge de manœuvre. Il a deux éléments qui jouent en sa faveur. Le premier élément, c'est que la reprise économique est là, donc il faut réagir assez vite. Et on est dans une phase du cycle économique qui est favorable. Et là aussi, il a l'expérience de 2006-2007 où Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, avait très mal utilisé le bonus cyclique que représentait la situation qu'il a trouvée. Et donc, je pense qu'il a une première marge de manœuvre, c'est que la conjoncture est bonne. On vient de le dire d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de relance de la demande. Et il a une deuxième marge de manœuvre, je pense, c'est que effectivement, sur le plan de la parole de la France, les gens sont en train de s'apercevoir que notre crédibilité est en train de s'éroder, que on a pris des engagements à répétition. On a parlé de Maastricht, mais ça fait 25 ans Maastricht, et on en a pris d'autres depuis régulièrement. La précédente majorité avait voté un nouveau traité européen, et que notre crédibilité commence à s'éroder, que notre rapport à l'Allemagne commence à devenir plus conflictuel, et donc là aussi, je pense que l'opinion publique sent bien qu'on est au bout d'un processus, que l'opinion publique attend quelque chose de concret et pas uniquement des promesses, des engagements, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Daniel, merci Guillaume Duval. Je rappelle votre ouvrage « La France ne sera plus jamais une grande puissance », point d'interrogation. Tant mieux, vous dites, et vous, Jean-Marc Daniel, les impôts, histoire d'une folie française. Merci François Eckel, merci Guillaume Duval. Je vous le disais en titre, l'Assemblée des départements de France souhaite rouvrir les négociations, car le nouveau gouvernement, sur la question du financement du RSA, des discussions pour une recentralisation par l'État, avaient été engagées avec Manuel Valls, mais n'avaient pas abouti. Quentin Calmy. Les départements repartent à l'offensive, 15 jours à peine après la nomination du premier gouvernement du quinquennat. Officiellement, l'Assemblée des départements de France, présidée par Dominique Bussereau, entend adopter une attitude constructive avec le nouvel exécutif. Mais pour autant, ces collectivités veulent aborder rapidement les sujets qui fâchent. Il y a des problèmes à régler. Pour les départements, nous en avons deux urgents que nous soumettons au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement. Un, le financement de la protection sociale, le RSA pour les personnes qui ont besoin d'un revenu de solidarité, l'APA pour les personnes âgées, la prestation de compensation du handicap, là où l'État ne paye que la moitié à peu près de ce qu'il doit au département. Donc il faut que nous réglions ce problème. Et puis la seconde chose, ce sont les mineurs étrangers isolés. Il y en a maintenant à peu près 18 000. Des missions de solidarité revendiquées par les départements qui entendent rester chefs de file en la matière. Il est urgent aujourd'hui de clarifier les responsabilités. À l'État, la solidarité des droits, c'est-à-dire de garantir des droits universels, équivalents sur tout le territoire, et donc à ne pas faire reposer le financement de la solidarité nationale sur la richesse locale ou l'absence de richesse locale. Il faut donc que l'État reprenne à sa charge le financement, notamment du RSA, et que les collectivités comme les départements puissent se consacrer et consacrer leurs moyens et leurs équipes à l'accompagnement des personnes et pour les accompagner vers l'emploi. Reste donc désormais à négocier avec Emmanuel Macron, notamment lors d'une grande conférence des territoires, une promesse du candidat En Marche et qui pourrait se tenir cet été à l'Elysée. Et si les relations entre les collectivités et l'exécutif sont cordiales pour l'heure, lorsqu'il faudra aborder la question des financements, elles pourraient rapidement se tendre. Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, est notre invité. Il répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Stéphane Troussel, bonsoir. Bonsoir. On va parler ensemble des attentes des départements à l'égard du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez été reçu hier par le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand. Comment s'est passée cette première prise de contact ? Comme vous le dites, c'était une première prise de contact, donc cette rencontre n'avait pas de caractère conclusif. Nous avons abordé l'ensemble des sujets auxquels les départements de France sont confrontés et le ministre était davantage dans une position d'écoute et d'annonce plutôt de méthode de travail, sans s'avancer véritablement sur le fond, avec peut-être un seul élément sur lequel il a un peu insisté, c'est plutôt l'idée d'une stabilisation de la situation. On a été confronté à travers les 2 derniers quinquennats à beaucoup de réformes territoriales. Les réformes territoriales. Il semble y avoir la volonté de stabiliser et de procéder davantage par ajustement. Il était concentré sur ces dossiers, malgré ces difficultés politiques, les affaires, le climat des affaires. Il semblait
Concentré, c'est le mot. Ah mais c'est tout de même le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui devrait reprendre plutôt le portefeuille des collectivités territoriales. À l'évidence, en tout cas, là, le ministre de la Cohésion des Territoires est chargé, notamment à travers la Direction générale des collectivités locales, des relations avec les grandes associations d'élus et de collectivités. Donc c'est plutôt Richard Ferrand à ce stade. Tout de même, d'accord. Alors quel message vous voulez porter en ce début de quinquennat? Justement, vous aussi, vous êtes favorable à plus de stabilité? Oui, je crois que les grandes associations, qu'il s'agisse de l'ADF ou l'Assemblée des départements de France, l'Assemblée des régions ou l'Assemblée l'Association des maires de France, pardon, nous avons tous insisté sur la nécessité aujourd'hui d'une pause dans les relations entre l'État et les collectivités, d'une pause des réformes et d'une pause dans cette baisse des dotations. C'est la demande des grandes associations d'élus pour permettre aux élus, aux collectivités de se concentrer sur l'action publique et de digérer un certain nombre de réformes. Pour autant, en ce qui concerne les départements de France, il y a un certain nombre de sujets qui sont d'une brûlante actualité et pour lesquels, y compris les grands candidats à l'élection présidentielle et le président de la République élu, a pris un certain nombre d'engagements sur lesquels nous avons insisté. Quels sont ces sujets? Le RSA, par exemple? Pour les départements, bien évidemment, il y a la question du financement des grandes allocations de solidarité nationale, le RSA, l'APA et la prestation de compensation du handicap. D'abord, la question du RSA. La situation actuelle n'est pas tenable, puisqu'on est... Il y a des départements qui ne peuvent plus financer le RSA aujourd'hui. Kamani du Lot-et-Garonne a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière. Une lettre ouverte dans laquelle Pierre Kamani a... Il dit que ça ne sera plus tenable d'ici à la fin de l'année. Et par ailleurs, le président de la République élu a pris un engagement devant l'Assemblée des départements de France quand l'Assemblée a auditionné les candidats à l'élection présidentielle, à savoir le retour à un financement national de cette allocation de solidarité nationale qu'est le RSA, sur lesquels les présidents de département n'ont pas de marge de manœuvre, n'ont pas de prise. Nous ne définissons pas ni les critères, ni les conditions d'éligibilité. Et donc, il est normal... Ne pas renvoyer le bébé à l'État que de faire cela? Non, parce que les départements, et toutes tendances politiques confondues, nous voulons continuer de gérer le dispositif, d'accompagner les allocataires vers l'insertion professionnelle et l'emploi. Nous voulons garder cette politique publique-là, mais en tout cas, le financement de l'allocation, lui, doit relever de la solidarité nationale. Et surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation paradoxale où forcément, cette allocation, elle pèse plus sur les territoires les plus populaire et donc on se retrouve finalement avec une solidarité. C'est le cas de votre territoire, Stéphane Troussel. C'est le cas par exemple de la Seine-Saint-Denis où le nombre d'allocataires du RSA dépasse les 100 000 cette année et donc on se retrouve dans une situation paradoxale où ce sont les territoires les plus populaires, par ailleurs un territoire très jeune comme la Seine-Saint-Denis où eh bien, nous faisons le plus appel à la solidarité des habitants du territoire. Donc on marche sur la tête, c'est-à-dire que ce sont les territoires populaires, pauvres, qui doivent trouver en leur sein les moyens de soutenir les plus pauvres de leur population. Et à l'inverse, les territoires finalement les plus favorisés peuvent dégager des moyens pour financer d'autres choses. Et par ailleurs, un territoire comme le mien, qui a de gros besoins en matière d'investissement, construire des collèges, accompagner des investissements en matière de transport, eh bien nous sommes contraints de revenir sur ces investissements qui sont pourtant indispensables au développement de notre territoire. C'est également un problème auquel sont confrontés donc, les territoires ruraux. C'était le sens de l'appel de Pierre Kamani. Tout à fait. Donc nous avons rappelé cet engagement du président de la République au ministre. Je dois dire qu'à ce stade, ne peut pas dire qu'il ait pris encore d'engagement précis. Il l'a renvoyé davantage sur la conférence nationale des territoires qui devrait fixer une feuille de route et un pacte pour les relations entre l'État et les collectivités locales. Alors l'autre dossier chaud avec ces allocations individuelles de solidarité, eh bien, c'est la question des mineurs isolés. Que demandez-vous? Ils sont en très grande progression. Ils sont passés de 14 000 à 18 000 entre 2016 et 2017. D'abord, nous voulons tous réaffirmer
affirmer, et moi en ce qui me concerne pour la Seine-Saint-Denis, que oui, l'accueil des enfants, la protection des enfants qui parfois ont fui des zones de guerre, ont fui des conflits, ont fui parfois aussi des changements climatiques avec des conséquences dramatiques pour les populations. C'est le rôle de la France et compte tenu des compétences qui sont celles des départements, moi j'assume de prendre ma part dans l'accueil de ces enfants. Mais là encore, il n'y a aucune raison que la prise en charge financière de cet accompagnement repose sur le contribuable local. Et donc, c'est notamment la Seine-Saint-Denis qui avait tiré la première fois la sonnette d'alarme en 2011 pour dire aujourd'hui ça n'est plus possible, et donc mon prédécesseur avait stoppé l'accueil de tout mineur isolé étranger supplémentaire dans l'attente d'un dispositif d'évaluation et de péréquation nationale, mais à l'évidence quelques années plus tard ce mécanisme est déjà insuffisant. Et moi, je me retrouve, par exemple, en Seine-Saint-Denis, mais je sais que c'est aussi le cas dans d'autres départements de France, avec un nombre et une prise en charge financière qui me ramène quasiment 5 ans en arrière, avec une progression très forte des jeunes qui sont accueillis. Tout simplement parce qu'il y a une crise migratoire importante, et c'est de la responsabilité de la France de prendre sa part de cette solidarité internationale. On sait bien qu'il y a des conflits et des mouvements migratoires qui vont être plus importants. Et donc, moi, j'ai en tout cas dit au ministre que je ne voyais pas pourquoi la prise en charge ne devait pas être intégralement, du point de vue financier, à la charge de l'État. Pour vous, c'est intégralement à la charge de l'État. On sait que l'ADF parle pour l'instant de 30% du budget au lieu des 5 jours de l'État. Nous avons adopté un premier mécanisme avec à la fois une prise en charge, une évaluation, une répartition nationale et une prise en charge autour de 2 journées de la part de l'État. C'est déjà insuffisant. Je crains que les 30% n'y suffisent pas. Et puis, c'est une question de principe. C'est la responsabilité de la France. Ça relève de la mission de solidarité internationale de la France. Je ne vois pas pourquoi ce devrait être le contribuable local. Alors on le voit, vous avez donc ces 2 dossiers chauds avec des grandes difficultés financières. Vous demandez l'aide de l'État et cela peut être d'autant plus que les recettes fiscales, elles stagnent et les dotations de l'État, elles ont baissé tout au long des dernières années. Oui, les départements ont largement pris leur part et contribué à l'amélioration des finances publiques. La dotation globale de fonctionnement, une des principales, sinon la principale dotation de l'État en direction des collectivités locales, a nettement baissé pour les départements comme pour les communes. Nous sommes arrivés au bout de cette logique parce que il y a des efforts à faire. Moi, bien évidemment, dans une période d'argent public rare, chaque euro dépensé doit être un euro utile. Donc nous avons beaucoup diminué nos dépenses de fonctionnement, réduit des dépenses de communication, réduit des dépenses de train de vie superflues. Nous sommes arrivés à la limite de cet exercice. Et donc, il faut, dès lors que en tout cas, c'est un sujet d'interrogation vis-à-vis de la position de ce nouveau gouvernement et du président de la République. Nous considérons, élus locaux, que les collectivités locales sont un levier important de transformation de notre pays et un levier pour la croissance et le développement de notre pays. Je ne suis pas sûr que dans l'état d'esprit d'un certain nombre des nouveaux responsables à la tête de notre pays, cette idée... Vous êtes inquiet ? J'ai des interrogations, en tout cas, parce que... Lesquelles ? Il y a des points particuliers sur lesquels vous... J'ai parfois l'impression qu'il y a une revanche un peu de Bercy. Et on ne peut pas dire que du point de vue de Bercy, les collectivités locales soient un acteur important. Donc j'espère que ça ne va pas être la revanche de la décentralisation. Vous allez rencontrer Gérald Darmanin dans les prochains jours, normalement d'ailleurs. Par exemple, j'espère bien qu'on aura des précisions de ce côté-là. Nous croyons, comme élus locaux, en ce qui me concerne comme responsable politique, moi je crois à la décentralisation. Je crois au rôle des collectivités locales. Nos concitoyens sont attachés à l'échelon de proximité. Ça ne veut pas dire que les collectivités n'ont pas à se transformer, n'ont pas à faire des efforts, mais c'est un moyen important, les collectivités, les territoires, pour changer notre pays, pour répondre à ce besoin de services de proximité, pour répondre à son besoin d'écoute et de réponse adaptée à la spécificité, à la diversité de nos territoires.
J'aimerais que ce soit la même petite musique du côté d'un certain nombre des responsables de l'État aujourd'hui. Pour conclure, Stéphane Troussel, aujourd'hui, l'Observatoire des dépenses sociales estime que les conseils départementaux ont déjà dû faire des économies pour boucler leur budget, notamment sur les aides à la dépendance. Est-ce que c'est pour vous déjà le cas? Est-ce que c'est déjà le cas, par exemple, dans votre département? À l'évidence, face à la diminution d'un certain nombre de nos ressources, nous avons fait beaucoup d'efforts sur les dépenses de fonctionnement. Or, ça a eu un impact déjà? Ça a eu un impact, bien évidemment. Et or, on sait bien que à la fois le vieillissement de la population, la nécessité d'apporter des réponses nouvelles, l'engagement de nos collectivités, des territoires dans la transition écologique, qui est indispensable pour en faire là aussi un levier de croissance, la nécessité de répondre davantage aux besoins d'inclusion des personnes en situation de handicap, tout concourt à ce que les départements soient des acteurs à part entière dès lors qu'ils sont, selon la loi, le chef de file des solidarités. Mais pour ça, il faut un rapport de confiance avec l'État, de stabilité pour nous permettre d'agir. Merci beaucoup Stéphane Troussel d'avoir répondu à nos questions. Merci. Toujours en direct sur Public Sénat, tout de suite le rappel des titres de cette édition de Politique 360. Emmanuel Macron maintient sa confiance à Richard Ferrand. Le président a appelé à la solidarité et à la responsabilité ce matin en Conseil des ministres, alors que l'opposition réclame sa démission. Quelles conséquences pour l'exécutif qui connaît sa première épreuve? Quel impact sur les électeurs avant les législatives? Le débat est à suivre. Et dans ce contexte, François Bayrou, le ministre de la Justice, présentera demain à la presse le contenu de son projet de loi de moralisation. Il sera présenté en Conseil des ministres le 14 juin pour un examen au Sénat dès le mois de juillet. Le détail dans un instant. Le Sénat, partie civile dans le procès du pneumologue Michel Aubier, c'est une première pour la Haute Assemblée. Ce médecin avait passé sous silence ses liens avec l'industrie pétrolière lors de son audition par une commission d'enquête sénatoriale sur la pollution. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Politique 360. Pour m'accompagner ce soir, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Donald Trump semble bien décidé à faire durer le suspense, mais il pourrait annoncer dans les prochains jours le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, conclu fin 2015 à l'issue de la COP 21 par plus de 190 pays sous l'égide de l'ONU. Cet accord vise à limiter la hausse de la température mondiale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Saveria Rojek pour une première réaction à cette annonce possible du président américain. Vous êtes avec le sénateur écologiste de Paris, Jean Desessard. Bonjour Jean Desessard. Bonjour. Les États-Unis devraient se retirer d'ici quelques jours de l'accord de Paris. C'est ce que devrait confirmer dans quelques jours Donald Trump. Quelle est votre réaction tout d'abord? Est-ce que c'est un coup très dur qui est porté à l'écologie? Dramatique, hein, pas simplement à l'écologie, mais au monde entier. C'est-à-dire que les problèmes écologiques dans le monde sont tellement importants que de ne pas vouloir les résoudre, ça veut dire qu'on condamne l'humanité à sa perte. Et donc c'est pas simplement pour l'écologie, c'est pour la planète entière, c'est pour tous les humains. Donc le fait de ne pas prendre en compte des phénomènes qui vont aggraver la situation de tout le monde dans 10, 15, 20 ans, ça veut dire ne pas les prendre en compte dès maintenant, ça veut dire qu'on se condamne à rendre la planète irrespirable dans quelques années. Est-ce qu'on peut craindre, si cette décision effectivement arrive, est-ce qu'on peut craindre un effet domino, c'est-à-dire que d'autres pays pourraient à leur tour se retirer de l'accord de Paris? Évidemment, dès qu'il y a un pays aussi puissant et aussi important au niveau économique et en termes de pollution que les États-Unis qui ne respecteraient pas l'accord de Paris, ça veut dire que tout le monde va dire si un des plus grands pollueurs ne le respecte pas, ça veut dire que pourquoi on le ferait, nous, pourquoi on se donnerait des contraintes alors qu'un des plus grands pollueurs, lui, ne les a pas. Donc ça veut dire qu'on rentre dans un cycle infernal. Donc j'espère que l'Europe prendra les décisions nécessaires pour justement faire un système qui s'oppose justement à ces décisions et qui fasse des progrès et maintienne justement les perspectives de l'accord de Paris. Pourquoi Donald Trump déciderait de se retirer de l'accord de Paris? Quels sont l'intérêt des États-Unis à se retirer de cet accord? Vous savez, il est trop contraignant?
Vous savez, d'abord, je ne vais pas dire que Donald Trump était mon candidat pour les élections présidentielles américaines. Et donc, il a représenté quand même au niveau des États-Unis ce qu'il y avait de plus réactionnaire dans tous les domaines, aussi bien au niveau social que sociétal que économique. Donc Donald Trump était la parole des lobbies, était la personne de dire suffit les contraintes et il n'y a pas de problème du tout en termes d'écologie. Donc on voit très bien, c'est la conclusion effectivement, c'est d'une politique qu'il avait annoncée à l'avance. Donc et c'est dramatique que justement les États-Unis n'aient pas un président à la hauteur de la situation. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean Desessarts d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. On en vient maintenant au difficile chantier de la moralisation entaché par l'affaire Ferrand. Malgré les révélations de la presse, le ministre de la Cohésion des Territoires maintient sa ligne de défense. Il dit avoir sa conscience pour lui. Ce matin, il a reçu le soutien du chef de l'État, Jérôme Rabier. Après s'être fait confirmer à son poste de ministre par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, Richard Ferrand contre-attaque. Il affirme que rien n'est illégal dans l'affaire immobilière gérée lorsqu'il était à la tête des mutuelles de Bretagne et met en avant sa probité et son dévouement pour cette entreprise. Mais la question, elle est, est-ce que je suis un homme honnête ou pas? La réponse, oui, je suis un homme honnête. J'ai sauvé une entreprise qui avait 130 emplois en danger. J'en ai créé 250. J'ai le soutien total des salariés, de mes successeurs. A-t-il pensé à démissionner? Lui a-t-on demandé de le faire? La réponse est non. Je ne le ferai pas pour deux raisons. D'abord, j'ai ma conscience pour moi. Je ne suis pas mis en cause par la justice de la République, que je respecte profondément. Et puis, j'ai une mission très importante, celle de la cohésion des territoires. Alors maintenant, je veux me consacrer aux priorités de mon ministère. Le sujet a bien été évoqué ce matin lors du Conseil des ministres. Et pour la première fois, la position d'Emmanuel Macron a pu être rapportée par le porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, seule la justice dans ce pays est habilitée à décider ce qui relève d'une affaire, mais que jamais, et là encore, je cite nos échanges et je cite le président de la République, il n'est de bon sens et que les choses ne vont pas forcément bien quand la presse devient juge. En clair, si aucune enquête n'est ouverte par la justice, il n'y a pas lieu d'évoquer une démission de Richard Ferrand. En revanche, une règle s'impose à lui comme aux autres ministres candidats, l'emporter lors des élections législatives pour rester au gouvernement. Les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont donc l'avenir du ministre entre leurs mains. Et je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du sénateur Les Républicains Éric Doligé au micro de Saveria Rojek. Bonjour Éric Doligé. Bonjour. Richard Ferrand, on le voit, exclu donc de démissionner malgré le malaise croissant. Que devrait-il faire selon vous? Est-ce qu'il doit tenir bon ou est-ce qu'il doit se retirer? Bon, écoutez, c'est pas terminé. Je crois que c'est une affaire, c'est un feuilleton. On en a connu déjà un certain nombre comme ça. Je pense qu'il se terminera par un retrait, mais on verra bien. C'est à lui de faire son choix. Puis c'est au président de la République qu'il reviendra de décider si son ministre et son proche collaborateur doivent partir ou pas. Mais donc, selon vous, si je comprends bien vos propos, il partira, quoi qu'il arrive, de son fait ou de celui d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas à leur place. Je ne peux pas vous dire s'il partira ou pas. Ça me semblerait assez logique en fonction des discours qui ont été tenus pendant la campagne et du discours qu'il a tenu, lui, qui était quand même assez difficile, assez dur, vis-à-vis d'autres candidats. En principe, il devrait s'appliquer la même règle. Bon, maintenant, il trouve un certain nombre d'excuses et d'explications. Nous verrons bien ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que ça soit bon pour l'image du président de la République que cela dure longtemps. Alors justement, est-ce que son maintien, le maintien de Richard Ferrand au gouvernement, décrédibilise l'action du gouvernement, en particulier bien sûr sur le premier texte qui va être examiné par le Sénat d'ailleurs, celui sur la moralisation de la vie politique? Très sincèrement, je pense que ça pose un problème. C'est l'arroseur arrosé. S'il n'y avait pas eu ces positions très dures pendant la campagne électorale et moralisatrice, probablement qu'il aurait pu continuer. Est-ce que ce discours a été trop dur, trop moralisateur, justement? Non, mais vous savez, quand les discours sont de cette nature et qu'on a souvent des choses à cacher, on a un discours un peu moralisateur. On l'a connu avec d'autres personnalités. Vous pensez à qui? De gouvernements socialistes. Je ne sais pas, peut-être au ministre de l'Intérieur qui est resté une semaine à peu près, M. Leroux. On peut aussi parler de M. Fillon.
Non, mais... qui était très véhément sur le fait de ne pas rester mis en examen et qui finalement a fait le choix de rester. Peut-être, vous avez raison. Non, mais peut-être. Hein. Je pense qu'il faut se méfier de donner des leçons de morale à tout le monde, parce que la vie n'est pas aussi simple que ça. Chacun a un passé, et on pense que son passé par rapport à la période antérieure était tout à fait légal. Et puis finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que le passé ne correspond plus à l'état d'esprit d'aujourd'hui. Donc il faut se méfier du discours qu'on peut avoir. Il faut être relativement modeste et relativement calme sur ces dossiers-là. Alors parmi les mesures phares de ce texte, l'interdiction des emplois familiaux pour les élus, la limitation à 3 mandats identiques successifs. Est-ce que vous voterez ce texte ? Il faut d'abord attendre de connaître le texte, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît que des éléments qui transpirent dans les médias, mais on n'a pas de texte. Hein. Sur un certain nombre de sujets, on n'a pas de texte. Donc pour nous, c'est important de l'avoir. Vous savez, nous, on a toujours été constructifs. Hein. Si vous regardez le passé au Sénat de la majorité sénatoriale, nous avons toujours été constructifs, et en général, c'était plutôt la gauche qui était en opposition avec son propre gouvernement. Donc nous voterons les textes à condition qu'ils soient conformes à la Constitution et à condition qu'ils respectent l'indépendance du Parlement. Or, vous avez constaté que le Premier ministre et le Président de la République se sont un peu assis sur les règles constitutionnelles et sur l'indépendance du gouvernement, du Parlement, et qu'ils reviennent dessus. Très bien, merci Éric Deléger d'avoir répondu à la question. Je vous en prie. Et c'est demain que François Bayrou présentera à la presse son projet de loi de moralisation de la vie politique. Le texte devait être présenté initialement le 7 juin en Conseil des ministres, mais il a été repoussé d'une semaine. Les explications d'Héloïse Grégoire. C'est la première réforme phare du quinquennat Macron, la loi de moralisation de la vie publique. Le garde des Sceaux François Bayrou devait la présenter en Conseil des ministres mercredi prochain, avant les élections législatives. Et en pleine affaire Ferrand, changement de calendrier. Le Premier ministre a annoncé hier soir que le projet de loi était reporté d'une semaine. Le Conseil d'État a débuté l'examen du texte qui prend plus de temps que prévu et des problèmes d'inconstitutionnalité ont été identifiés. Autre changement, la réforme annoncée pourrait être composée de 3 projets de loi. Dans un premier temps, un projet de loi simple ayant notamment pour objectif l'interdiction des emplois familiaux. Un autre projet de loi organique qui veillerait à contrôler les frais des parlementaires et à supprimer leurs réserves. Et pour finir, une loi constitutionnelle avec notamment le non-cumul des mandats dans le temps, l'exigence d'un casier pénal vierge et l'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil parallèlement à leur mandat. Ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a affirmé que le nom définitif de la loi n'était pas encore arrêté. Mais selon le Canard enchaîné, elle devrait s'intituler « Projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique », écartant donc le terme de moralisation. Et c'est probablement la Chambre haute qui examinera en premier le texte mi-juin en commission. Le chef de l'État souhaiterait placer les sénateurs en majorité à droite et au centre face à leurs responsabilités. Autre raison, l'Assemblée nationale se penchera à ce moment-là sur la réécriture du Code du travail. Fin du suspense, le garde des Sceaux François Bayrou présentera demain l'ensemble du dispositif devant la presse. Et on ouvre le second débat de Politique 360 avec mes invités sur ce plateau. Elsa Foucault, bonsoir. Vous êtes responsable du plaidoyer de l'ONG Transparency International. Merci d'être avec nous. Laetitia Crupet également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes journaliste au JDD, spécialiste de la communication politique. Dominique Rousseau est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste. Et Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Justement, première question pour vous, Jean-Daniel Lévy, puisqu'on voit qu'il y a dans l'opinion public des attentes qui sont énormes justement par rapport à ces comportements exemplaires desservis par cette première affaire Ferrand qui entache le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, on peut rappeler que c'était une des premières motivations de vote, d'ailleurs générale des Français. Et pour la première fois, alors qu'en général les Français considéraient que ce n'était pas la dimension la plus importante, l'honnêteté a été au centre des préoccupations d'une majorité des électeurs et notamment de ceux qui ont voté en faveur d'Emmanuel Macron. Ils ont considéré que les différentes démarches qui avaient été entreprises par Emmanuel Macron dans le choix des candidats aux élections législatives, dans le choix des ministres, dans les conditions également de présentation, notamment devant la haute autorité, permettaient
de donner à voir qu'il y avait une véritable entreprise de la part du gouvernement pour être certain qu'il n'y avait pas d'effets désastreux sur l'opinion en matière justement de comportements qui apparaissaient comme étant pas forcément les plus moraux. Et puis là, il y a l'affaire Ferrand dans cette mesure, également dans une petite mesure ce qu'on pourrait appeler l'affaire Marielle de Sarnez, mais ça se concentre autour de M. Ferrand, avec un jugement qui est un jugement extrêmement critique de la part des Français. On a interrogé les Français après l'intervention d'Édouard Philippe hier, et on a pu voir que non seulement ils considéraient les faits comme étant graves, et au regard de ce qu'ils avaient comme information, ils considéraient que M. Ferrand ne pouvait pas rester ministre. Et dans un même élan, il n'y a pas forcément de contamination auprès de l'ensemble du gouvernement où il n'y avait pas de soupçon ou pas d'interrogation sur la volonté réelle du gouvernement d'entreprendre une action qui est une action qui irait vers plus de moralisation de la vie politique. Ouais. Laetitia Krupa, un mot sur justement la communication du gouvernement autour de cette affaire. On voit que l'exécutif serre les rangs. Il y a encore eu la confiance d'Emmanuel Macron, ça a été rappelé ce matin. Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est une sorte de stress test, comme on dit parfois, pour voir si eh bien, les fondations de l'édifice Macron vont tenir jusqu'à la fin du quinquennat? Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre en fait la stratégie de communication de l'exécutif par rapport au cas Ferrand. Alors, je vois bien dans la terminologie, il réfute le terme affaire pour bien montrer qu'effectivement le judiciaire n'est pas encore en cause. En tout cas, le parquet a dit qu'il n'ouvrait pas d'enquête. Donc c'est vrai que dans les mots, ils sont assez présents, mais quand on regarde le cas Fillon, et bien sûr qu'ils le regardent, bien sûr qu'ils ont vu tout le travail d'Anne Méot avec François Fillon, et tous étaient d'accord pour dire il faut dans les 24 heures répondre quand il y a comme ça un soupçon. Et là, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est vrai que M. Ferrand a répondu comme M. Fillon, du reste, dans la rue, à la volée c'est dans aussi les une micros. stratégie d'assèchement. On ne donne pas plus d'informations, plus d'éléments pour ne pas alimenter le feuilleton. Ça peut être aussi... Oui, non, mais c'est ça. En fait, si vous voulez, l'objectif d'Emmanuel Macron, dès le départ, il s'est dit je ne communique pas effectivement sur ce cas, parce que sinon, ce serait un aveu d'échec. Voilà. Donc, je laisse passer l'orage et les sondages sont bons. Tant que c'est bon, je ne communique pas. On fait le dos rond et ça passera. Sauf que ça ne passe pas. Sauf qu'on ne peut pas, effectivement, comme ça, ignorer le feuilleton médiatique. Alors, bien sûr, ils mettent l'opprobre, encore une fois, sur les journalistes en disant mais oui, mais enfin... En tout cas, c'est les médias qui informent le grand public. Donc il y a un flou dans la communication. On voit bien que l'exécutif serre les coudes. Mais enfin, c'était la semaine dernière, je vous rappelle, que ça a commencé. Donc ça a vraiment été hier. La stratégie a été mise en place avec Castaner qui commençait à parler dans les médias. Et puis bien sûr, le 20h du Premier ministre. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas la mauvaise stratégie de dire attendez, ce n'était pas encore un homme politique. Voilà ce qu'ils disent. Mais on parle de morale. Ils ont oublié le terme morale. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la loi va s'appeler autrement. Ouais. La morale et la loi, ce n'est pas pareil. Elsa Foucault, c'est dans ce contexte qu'on sait qu'il y a ce projet de loi sur la moralisation, alors qui va certainement être rebaptisé, arrive bientôt au Parlement. Est-ce que, bien, pour clarifier peut-être les choses, il faudrait d'abord que Richard Ferrand démissionne, selon vous, pour que le contexte soit plus favorable à l'examen de ce projet de loi? Bon, ça, c'est pas à nous de déterminer quel doit être l'avenir politique de Richard Ferrand. En revanche, dans cette affaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de grands enjeux qu'on va retrouver, du moins on l'espère, dans la loi de moralisation, qui sont des sujets absolument centraux si on veut améliorer la transparence de la vie publique. Je pense par exemple à la question de la prévention des conflits d'intérêts. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer le cadre sur ces questions. On a plein de recommandations en ce sens qui touchent effectivement le projet de loi, mais pas que. Il y a aussi les parlementaires eux-mêmes qui peuvent prendre des décisions dès cet été. On a la question des emplois familiaux qui, même s'ils ne sont pas des emplois fictifs, nourrissent le soupçon de complaisance. On rappelle que Richard Ferrand a employé son fils à l'Assemblée nationale. Voilà, donc indépendamment de l'avenir politique, cette affaire en particulier, il y a des grands enjeux derrière sur lesquels il devient, je pense, urgent d'apporter des réponses, et c'est peut-être ce qui ressort de cette affaire. Si on tire le problème, en fait, c'est qu'ils ont exactement la même défense que François Fillon, et c'est ce que toute la presse relève, c'est de dire qu'effectivement, ce n'est plus acceptable. Voilà, ça c'est un élément de langage qui, depuis 48 heures, est partout dans les médias. Alors, tout le monde l'a fait, mais aujourd'hui, nous comprenons l'exaspération des Français, et nous comprenons que ce n'est plus acceptable. Avant de rentrer, Dominique Rousseau, dans le détail du projet de loi, peut-être un mot sur le contexte. Ça vous paraît compliqué de défendre un projet de loi justement sur la moralisation qui vise à rétablir la confiance des citoyens envers les élus quand on a peut-être cette affaire Ferrand dont on a parlé?
Compliqué sans doute, mais nécessaire absolument. Dans la mesure où la confiance entre les citoyens, les électeurs et leurs élus a été rompue et cassée, pas simplement en France, mais dans beaucoup de pays européens ou d'Amérique latine. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui que les citoyens sont beaucoup plus intéressés par les conditions d'exercice du pouvoir que par l'origine du pouvoir. Alors je ne dis pas qu'il faut supprimer le droit de vote et le suffrage universel, mais le vote ne suffit plus à donner une légitimité d'action pour les politiques. Il faut encore que les conditions d'exercice du pouvoir soient faites de manière, alors j'aime pas trop moral, le mot moral, mais soient faites de manière intègre, honnête, et renvoie à ce que Montesquieu appelait la vertu, c'est-à-dire le courage de faire passer ses intérêts privés derrière l'intérêt général. Et je crois que si on regarde la Roumanie, si on regarde la Bulgarie, si on regarde la Tunisie, si on regarde le Brésil, si on regarde l'Italie main propre il y a une quinzaine d'années, partout on voit que les citoyens sont davantage exigeants, que l'exigence démocratique se porte sur les conditions d'exercice du pouvoir intègre. Et par conséquent, commencer un quinquennat sur une loi, alors on va dire de moralisation de la vie publique. Appelons-la comme ça, parce qu'on ne sait pas encore le nouveau nom. Appelons-la comme ça, de moralisation de la vie publique, était effectivement un très bon signal. Et évidemment, l'affaire Ferrand vient casser ce signal. Jean-Daniel Lévy, est-ce que ça va avoir des conséquences selon vous aussi sur les résultats des législatives ? On sait que Emmanuel Macron a été plutôt donné favori dans ce scrutin. Son parti, La République En Marche, assuré d'avoir une majorité absolue. Ça le fragilise dans cette élection ? Assuré, pas complètement. Enfin, en tout cas, ça en prenait globalement la direction. Moi, je serais tenté de dire, aujourd'hui, ça ne change pas fondamentalement les choses. Dans les jours à venir, ça peut être de nature à pouvoir créer des évolutions aux yeux des Français, et notamment peut-être pas aux yeux des électeurs qui ont voté En Marche ou qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, mais peut-être auprès des électeurs de droite, dont on a pu voir qu'ils avaient changé d'intention de vote au cours de la période récente pour quitter les candidats républicains, aller vers les candidats En Marche quand bien même ils ne le connaîtraient pas, et si jamais il devait y avoir un trouble supplémentaire, peut-être les inciter moins que prévu à aller voter pour les candidats En Marche. Donc c'est le risque qui existe, et en fonction, alors on va peut-être pas dire l'affaire, mais en fonction des effets qui pourront être découlés, ou qui pourront se découler au cours des prochains jours de justement ces interrogations autour de la moralité ou de la probité de Richard Ferrand, que ceci pourra avoir des incidences. Soit le gouvernement arrive à s'y circonscrire, soit il est dans un renouveau ou dans une forme de lessiveuse qui commence à se créer. Donc dans ce contexte-là, on peut penser que ça pourra avoir des effets sur les élections législatives. Ouais. Si vous vous souvenez, je crois que c'était en 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy, il y avait eu aussi donc des élections législatives, et il y avait eu un débat auquel avait participé, je crois me souvenir, Jean-Louis Borloo, sur la question de la TVA. Il y avait eu un cafouillage. Et Laurent Fabius. Et Laurent Fabius, exactement. Et ce cafouillage avait contribué, dit-on, à faire baisser le score des députés sarkozystes aux élections. Un débat d'entre-deux tours, absolument. Peut-être que pour compléter ces propos, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une exigence des citoyens qui est effectivement nouvelle. On a longtemps pu dire que les Français pouvaient être complaisants à l'égard de certaines pratiques. C'est de moins en moins le cas. On le voit, nous, ONG de la société civile, il y a une mobilisation de plus en plus forte des citoyens sur nos thématiques qu'on suit depuis des années, et tout ça c'est quand même un signe de vitalité démocratique. C'est la notion de redevabilité. Les citoyens demandent à ce que leurs élus rendent compte, et c'est vraiment un des piliers de la démocratie. Parce qu'il est dingue, ce qui est fou quand on regarde factuellement ce qui arrive, c'est qu'ils se prennent les pieds dans le tapis dans lequel la droite s'est pris les pieds. La droite était quand même acquise à la victoire. Enfin, c'est complètement fou. Évidemment, les affaires, on va appeler ça affaires, ne sont pas les mêmes. On est tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas d'intervention de justice, mais en termes d'image pour le grand public. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient que la morale est un peu galvaudée, voilà, d'une certaine manière, mais qu'on maintient quand même celui qui n'est pas exemplaire. Or, l'exemplarité avait été quand même un des piliers de la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, sacrifier effectivement un de ses fidèles lieutenants, Ferrand, pour avoir un quinquennat ensuite sans tâche, il a choisi pour le moment de le maintenir. C'est étrange.
Alors Dominique Rousseau, on voit quand même que la voie, ce chantier de la moralisation est compliqué et difficile, puisque le projet de loi initialement prévu le 7 juin a été un peu reporté. On sait que le Conseil d'État a déjà soulevé quelques difficultés. C'était rappelé dans le sujet d'Héloïse Grégoire. Notamment, si on prend le premier exemple sur cette question de l'incompatibilité, d'avoir à la fois d'exercer une activité de conseil tout en étant parlementaire. On sait que Manuel Valls avait déjà été sous le coup de la censure du Conseil constitutionnel en 2013. Le gouvernement a-t-il sous-estimé cette difficulté selon vous? Sous-estimé, je ne sais pas. En tous les cas, il se rend compte aujourd'hui que son projet de réforme doit prendre 3 instruments juridiques différents. La loi ordinaire, par exemple pour renforcer les pouvoirs de la haute autorité de la transparence de la vie publique et faire en sorte que les déclarations d'intérêt et le contrôle des ministres se fassent avant et non après. Mais ça passe aussi par une loi organique, par exemple pour tout ce qui concerne la réduction du nombre de parlementaires, tout ce qui concerne les incompatibilités. Et puis, ça passe aussi par une loi constitutionnelle, puisqu'effectivement, le Conseil constitutionnel, vous le rappeliez à l'instant, a décidé qu'on ne pouvait pas interdire aux parlementaires de commencer une activité en cours de mandat parce que, a dit le Conseil, ça portait atteinte à la liberté de commerce et d'industrie. Donc, la difficulté tient au fait que la réforme ne peut pas passer que par un seul instrument. Elle doit passer par 3 instruments. La loi ordinaire, la loi organique et la loi constitutionnelle. Il faudra donc réunir un congrès, c'est ce que vous nous dites et donc, si on veut ne veut pas faire du bricolage, si on ne veut pas rajouter un truc sur un truc sur un truc depuis 10 ans que l'on fait ça, si on veut vraiment, poser le socle d'une véritable moralisation, effectivement, il faut modifier la Constitution. Par exemple, il faut revoir tout le Conseil supérieur de la magistrature, il faut revoir l'indépendance de la justice, parce que avant comme après, on voit bien que les doutes porte aussi sur l'indépendance de la justice. Le parquet de Brest qui n'ouvre pas, pourquoi? Parquet national financier qui ne dit rien, pourquoi? Donc il y a une interrogation, comme il y a eu une interrogation sur l'affaire Fillon, et par conséquent, la moralisation passe aussi par une indépendance absolue de la justice à l'égard du pouvoir exécutif. Et s'il n'y a pas ça dans le projet de réforme, on sera encore passé à côté d'éléments essentiels. Il faut supprimer la Cour de justice de la République. Alors ça sera aussi peut-être, selon le canard enchaîné, ça fera partie aussi peut-être des dispositions. Elsa Foucault. Effectivement, l'indépendance de la justice, réforme essentielle, mais compliquée, qui n'a pas pu aboutir sous le quinquennat précédent, qui nécessite effectivement une loi constitutionnelle. On voit bien que tout ça va finalement prendre plutôt du temps avant d'entrer en vigueur. En revanche, il y a aussi des décisions qui peuvent être prises dès cet été, notamment pour tout ce qui concerne le Parlement, ou des décisions du bureau, des décisions des questeurs, donc ça peut passer par voie réglementaire. Voilà, peuvent en fait régler. Je pense aux emplois familiaux, à des règles sur le contrôle des frais des parlementaires. On n'est pas obligé de passer par la loi organique, on peut le confirmer par la loi organique et ce serait une très bonne chose. Mais l'autonomie administrative et réglementaire des assemblées permet d'agir dès cet été. On invite d'ailleurs les candidats aux législatives, les futurs députés qui nous regardent peut-être à s'engager sur ces recommandations dès aujourd'hui pour les mettre en œuvre dès cet été. Dominique Rousseau et ensuite Jean-Daniel. Ça sera peut-être d'ailleurs plus facile parce qu'il y a un élément qu'on rappelle et qu'il faut rappeler régulièrement, mais il va y avoir beaucoup de primo-députés. C'est-à-dire des députés qui n'ont pas de mauvaises habitudes. Donc, avec les anciens députés, ce sera peut-être difficile de leur faire perdre leur ancienne habitude, mais là, avec les primo-députés, autant tout de suite commencer sur des bases probes. Ouais. On change les visages, on change aussi les pratiques, ça, Jean-Daniel Lévy, c'est une demande aussi des citoyens, on imagine. Déjà, on va changer les visages. On peut rappeler qu'habituellement, il y a uniquement une centaine de personnes qui ne se représentent pas, en tout cas de députés qui ne se représentent pas d'une législature à l'autre. Là, on en a compté 224, et sur ces 224, il y en a 111 qui viennent du Parti socialiste et 75 qui viennent du côté des Républicains. Donc, c'est-à-dire pratiquement 40% du corps électoral des 2 principales, en tout cas actuelles formations politiques à l'Assemblée nationale qui ne vont pas se représenter. Donc il va y avoir forcément un renouvellement des visages et ça correspond à une aspiration de la société française qui, même s'il y avait des ambiguïtés, était quand même favorable à l'interdiction du cumul des mandats. Et évidemment, une attente et une aspiration à un renouvellement des pratiques avec le sentiment qu'il y avait une forme d'impunité généralisée et une absence de contrôle
à l'égard des différents responsables politiques, quels qu'ils soient, notamment les députés et les sénateurs. Donc il y aura forcément, comme dans toute loi, et le fond de la loi, et puis également une ou deux mesures symboliques qui permettront de donner à voir de l'importance en termes d'affichage qui va être fourni à l'égard de ces nouvelles pratiques intimées aux différents responsables politiques. Dominique Rousseau. Oui, juste un point, si vous permettez. On a dit qu'il y aurait beaucoup de députés, ou même de ministres, venant de la société civile. Parfait. Il faut mettre des guillemets partout maintenant, société civile. Bon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je ne mets plus de guillemets. Mais beaucoup de nouveaux personnels politiques viendra de la société civile. Très bien. Sauf que là, on risque de multiplier les conflits d'intérêts. Parce que ces personnes qui étaient dans la société civile, ils avaient des métiers. Ils étaient médecins, ils étaient avocats, ils étaient conseils, ils étaient directeurs de mutuelles. Ils avaient des métiers. Comment ils on vont sort se de retrouver ça, Dominique Rousseau? Comment on sort de ça? Justement, on sort en faisant immédiatement une loi pour que la haute autorité de la transparence de la vie publique qui a été créée à la suite de la commission Jospin ait davantage de pouvoir d'investigation et de sanctions. D'ailleurs, c'est dans le dernier rapport de cette comité que le président Jean-Louis Nadal avait remis au président Hollande, renforcer les pouvoirs d'investigation avant, en collaboration avec les services fiscaux, pour que les déclarations d'intérêt puissent être complète. Si vous regardez la déclaration d'intérêt de Richard Ferrand, elle est liée sur le site de la Haute Autorité. Sur sa conjointe, il y a marqué avocate. Point. Bon, comment voulez-vous que la Haute Autorité puisse... Oui, mais tout ça c'est un édifice, et comme vous en parlez tous les deux, de l'affichage, très bien. Mais comment on peut afficher cette volonté-là très ferme, avec un signal très fort fondamental, avec le caillou Ferrand dans la chaussure d'Emmanuel Macron? Comment c'est possible? Alors pour revenir peut-être sur le terrain des solutions, effectivement, la question de la prévention des conflits d'intérêts est vraiment fondamentale. On a fait un grand pas en avant en 2013 avec ces déclarations d'intérêts. On était vraiment à la traîne en France par rapport à nos voisins européens. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour justement prévenir les conflits d'intérêts, réduire les risques? Il y a des solutions et qui, encore une fois, peuvent être mises en place assez rapidement, presque dès cet été, en renforçant par exemple les pouvoirs du déontologue au sein de l'Assemblée nationale. On pourrait imaginer, on le préconise, chez Transparency International, une déclaration orale des intérêts. C'est-à-dire, avant de participer à un vote, voire à un débat, les parlementaires qui ont un intérêt dans le texte qu'ils s'apprêtent à voter, le déclarent. Ça permet à chacun de pondérer la parole, les arguments qui ont été évoqués dans un débat, et de dire... Voilà, c'est une manière de, par la transparence, améliorer les choses. Dans les collectivités territoriales, on peut le noter, il y a des règles de déport, alors qui poseraient peut-être des problèmes constitutionnels pour les parlementaires à voir, mais des règles de départ. Quand un élu local a un conflit d'intérêt sur une délibération de collectivité territoriale, il doit se déporter, c'est-à-dire renoncer à participer au vote. On voit bien qu'au Parlement, on est en retard. Est-ce qu'on ne va pas non plus trop loin dans la transparence? Certains parlementaires sont inquiets aussi de voir qu'une affaire en chasse l'autre et redoutent justement cet excès de transparence. Oui, mais la transparence, c'est la transparence sur la possibilité d'influence des intérêts privés sur les intérêts publics. Que les hommes politiques aient une vie privée, qu'ils aient des maîtresses, des amants, aucune importance. En revanche, aucune importance, affaire personnelle, ça c'est la morale. En revanche, que le public, que les citoyens aient le droit de contrôler et de voir que ceux qu'ils ont élus et qui vont parler en leur nom, soient intègres, me paraît, alors là, une exigence effectivement démocratique. Vous parlez des moyens. Pour une fois, on pourrait peut-être se référer à l'Europe. Avant d'être nommé commissaires européens, les commissaires sont auditionnés par le Parlement européen. Ils sont auditionnés et donc les candidats commissaires sont obligés de dire leurs intérêts, leurs conflits, et c'est public, c'est retransmis à la télévision. Donc je pense que là, si vous voulez, il y a un effort de transparence qui permettrait de prévenir effectivement les conflits d'intérêts. Oui, aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, exactement. Absolument. Cette exigence de transparence, est-ce qu'elle ne va pas trop loin non plus? Il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a une attente de normes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a vécu dans une forme de flou, peut-être artistique ou savamment entretenu, qui ne permettait pas de savoir ce qui apparaissait comme étant du registre du légal, du registre de la morale ou du registre de l'illégal. Donc il y avait cet aspect sur lequel un certain nombre de parlementaires ont pu s'engouffrer et qui a créé une suspicion généralisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on mêle un petit peu tout.
On mêle aujourd'hui ce qui relève du judiciaire en tant que tel, ce qui relève du juridique, ce qui va relever de la morale, ce qui va relever de la pratique personnelle, sans forcément d'incidence sur la pratique politique en tant que telle. Donc dans ce contexte-là, tout ce qui permettra de dire la norme, et voilà où se trouve la limite, à mon avis, permettra d'éviter qu'il puisse y avoir des effets d'émotion et des effets d'opinion, comme on est en train de le vivre à l'heure actuelle. Et puis le deuxième aspect, plus le politique est fort, moins l'aspiration à la morale et a tendance à pouvoir structurer les jugements. On peut voir que lorsqu'on arrive à identifier précisément ce que peuvent être les clivages, ce que peuvent être les orientations, ce que peuvent être les projets politiques des candidats, et dans ce contexte-là, l'étau de l'opinion apparaît un peu moins net justement sur ce que peut être la dimension de probité ou de comportement individuel des différents responsables politiques. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, on verra demain avec la présentation de François Bayrou à la presse, les grandes lignes de ce projet de loi, on verra. Eh bien, peut-être que ce sera la nouvelle épreuve d'Emmanuel Macron, réussir à avoir une majorité au Congrès à Versailles. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée et à demain, 18h.